Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Oui, moi je voulais juste revenir à la formulation de Michel Serres, qui est philosophe mais qui peut être aussi quelquefois psychanalyste. Je vous explique l'anecdote. Il se trouve que peu de temps après 2014, Agora, quand il a recommandé à tous les architectes de se mettre à poil, il a rencontré la direction de la Société Générale. Et la Société Générale avait l'intention, à l'époque, d'installer un siège social en banlieue parisienne qui soit non plus une tour en verre dressée comme à la Défense, mais qui soit représentative de la disruption, enfin en tous les cas de la transition numérique qui naturellement influençait l'espace de bureau, l'espace de vivre, et invitait des startups à venir rejoindre le système bancaire. Et donc la directrice générale adjointe a rencontré Michel Serres. Ils ont longtemps parlé, et parce qu'elle n'arrivait pas à formuler ce qu'elle voulait au fond. C'est dessine-moi des nouveaux bureaux, oui, mais enfin c'est un peu juste. Donc du coup, cette discussion avec Michel Serres, et ça je le tiens des confidences qu'elle m'a faites à ce moment-là, lui a permis, en qualité de maître d'ouvrage, de mettre un peu des mots et de constituer son projet. Il y a eu un concours. Le concours a été gagné par Anne Demian. Elle a fait un projet qui est le sien. Il n'est pas question ici de dire bien, mal. Le sujet, c'est plutôt de dire au fond que cette transition numérique obligatoire, en tous les cas ces changements de paradigme qui sont les nôtres aujourd'hui, permettent aussi de faire une autre architecture, et elle n'est pas forcément tuée dans l'œuf, parce que quand le maître d'ouvrage, encore une fois, sait bien expliquer ce qu'il veut et livre un propos très cohérent, il se trouve que les résultats peuvent être intéressants. Enfin, dans le cas présent, Anne Demian a fourni un projet qui est discutable, on n'est pas là pour dire ça, mais en tous les cas qui offre de nouveaux espaces aux gens qui travaillent dans la banque, un autre visage de la banque, et elle s'inscrit parmi tous les architectes, les premiers architectes qui ont apporté des réponses, comme Philippe Chambaretta avec le cloud, des lieux, des nouveaux lieux où on travaille de façon très décontractée aussi parfois, où on peut faire du baby-foot, où on peut avoir la crèche avec les enfants en dessous, enfin où le lieu de travail ressemble un petit peu à la maison. Et voilà, donc c'était pour revenir sur l'idée que bien sûr l'architecture peut être tuée, et ça il y a pas mal de criminels qui s'en sont chargés, mais il peut y avoir aussi dans des échanges, et Michel Serres en a été, j'allais dire, le protagoniste, de quoi faire évoluer les espaces de bureau, en tous les cas en discutant et en y apportant une architecture assez neuve au fond. Voilà. Mais neuve dans les usages. Neuve dans les usages, neuve dans les formes, neuve dans... Oui, surtout dans les usages et dans la part d'espace public qui rentre à l'intérieur du projet, ce qui est assez important et neuf. Et c'est pas simplement un bâtiment dans lequel on rentre et on sort à 8h du matin, 6h du soir. C'est un bâtiment dans lequel on vit, on s'aère, on sort,
On peut avoir des groupes de travail dans un patio, où on peut sortir, fumer une cigarette dans un endroit qui est fait pour, où on peut avoir un amphithéâtre qui d'un seul coup devient autre chose. C'est le fameux flex office. Et de cette flexibilité qui se traduit en architecture, qui est quand même assez compliquée. Enfin, je veux dire que c'est pas... Surtout dans le temps, enfin, dans la durabilité, parce qu'on peut être flexible, et puis d'un seul coup, on ne l'est plus parce qu'on est obsolète. Et donc, il faut imaginer la flexibilité dans le temps long et dans des usages longs qui vont forcément évoluer avec la transition énergétique. Est-ce que, Dominique Boré, sur votre territoire, entre guillemets, vous trouvez des échos dans ce que vient de dire Michel Deloup? Oui. La marque Paris-Saclay, Antoine Picon a participé d'ailleurs à construire un petit peu le récit. Effectivement, ça a été un récit qui a été extrêmement porté d'ailleurs par Christian Blanc à l'époque, d'excellence académique, de cluster, de Silicon Valley, de transition énergétique, de territoire innovant. Récit que nous continuons et que nous enrichissons à fur et à mesure que le projet se déroule. Mais alors, c'est intégré, je pense par les habitants, les usagers, les salariés, les étudiants, c'est intégré. Mais c'est amusant d'ailleurs, c'est que très vite, nous sommes ramenés à des questions extrêmement plus prosaïques, qui sont les leurs, c'est-à-dire du transport, les questions d'hydrologie pour que la vallée ne soit pas inondée, puisqu'ils ont été extrêmement inondés en 2007, la préservation des espèces protégées, et les transports. Donc, si vous voulez, c'est là où c'est compliqué, c'est quand on commence c'est-à-dire quand le récit intervient bien plus en avant, très 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 en amont de la réalisation. Et donc ça, je n'ai pas de solution, c'est tous les jours que nous cherchons, c'est tous les jours que nous trompons, et c'est tous les jours qu'on arrive de temps en temps à avoir une réussite, et tout d'un coup on a une approbation d'un milieu ou d'un collectif associatif, mais c'est bon. Et alors, par ailleurs, le récit, le marketing territorial, je pense avoir été contre dès les premières lois de décentralisation. Je suis toujours contre, parce qu'aujourd'hui, le marketing territorial, en fait, induit forcément le fait suivant: il vaut mieux être riche dans une région riche que pauvre dans une région pauvre. Voilà. C'est vrai de beaucoup d'autres choses. Alors, vous écoutez toujours Comme d'Archi, l'émission de radio d'Anne-Charlotte qui a lieu en public aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes dans le public, vous pouvez également poser des questions, simplement en vous signalant. Vous aviez je voulais juste intervenir sur la question du récit, parce qu'on a parlé de la ville, et quand on ramène ça à la question de l'architecture, de l'objet architectural, qui peut avoir un caractère un peu ennuyant, parce que compliqué à fabriquer, un peu laborieux comme ça, et que finalement le récit, on s'en sert aussi pour porter toute une équipe, parce que ce sont des projets qui sont faits toujours avec de nombreuses personnes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et finalement ce récit, même s'il est parfois un peu décalé de l'objet même, et il faut veiller à ce qu'il ne le soit pas trop, permet d'emmener toute une équipe, une équipée, on va dire, vers cet objet. Voilà. Et je pense qu'il reste nécessaire. Mais c'est vrai que si on ne parle que de l'objet construit pur et dur, des fois ça peut être un peu... Si je peux me permettre, la carrière idéale d'un architecte consiste à dessiner au tout début et ensuite à beaucoup parler. Parce que malgré tout, il va falloir parler au client. Et très souvent, en fait, l'architecte se transforme en VRP de sa structure. Et puis, il va falloir parler à vos employés et vous aurez le temps de faire 3 esquisses. Et ensuite, il va falloir parler en continu. Ça ressemble beaucoup à de l'enseignement. C'est ça qui me frappe. Les grosses agences, en fait, les patrons, en général, ont très peu le temps de faire de la conception. Ils passent énormément de temps à rencontrer les clients. Et passer le stade encore où ils arrivent encore à faire quelques esquisses, à corriger inlassablement, aiguiller, etc., le travail de leurs équipes, ce qui en fait passe énormément par le langage. Donc en fait l'architecture, c'est ça qui est très très frappant, c'est un océan de production langagière pour le meilleur et pour le pire. Mais qui s'apparente beaucoup d'ailleurs, c'est pour, finalement à de l'espèce de critique de projet
Moi, j'ai parlé pas mal avec des gens qui ont des grosses agences, plusieurs centaines de personnes, et c'est assez frappant. La réussite en architecture, c'est d'arriver à ne faire que parler. Brice, je vois que vous acquiescez. Oui, je rebondis. Il y a un peu de ça, effectivement. Oui, non. Mais la précision des mots devient extrêmement importante. Tout en ayant des propos absolument inoubliables sur la matérialité du métier, etc., etc. C'est ça qui fait partie des abusements de ce milieu. Les jeunes générations, comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à ça ? Est-ce qu'elles apportent une réflexion ? On sait bien que les jeunes sont en général beaucoup plus bêtes que ce qu'on était. Ça, c'est quand même une vraie constante dans la vie. Moi, je dirais plusieurs choses qui m'ont frappé de part et d'autre de l'Atlantique, parce que j'enseigne aussi à l'école des ponts. Je pense que heureusement, il y a une espèce de retour de préoccupation éthique dans les jeunes générations, c'est-à-dire les gens entre 20 et 30. Moi, je vois à Harvard, quand je suis arrivé il y a 15-16 ans, tout le monde voulait être un baby coolasse et être global et faire beaucoup d'argent en sautant de Shenzhen à Rio de Janeiro et de Rio de Janeiro à Zurich. Ça, c'était vraiment le modèle, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une espèce de retour, une espèce de conscience civique et politique qui est plutôt rassurante. Alors, cela dit, avec des choses qui sont quand même assez nettes un peu partout, c'est qu'il est vrai quand même que l'évolution, l'Internet, etc., a créé, on n'a jamais eu autant besoin du langage, on n'a jamais eu une crise assez profonde de l'écriture. En général, on a des élèves assez brillants qui savent très bien trouver l'information, etc., mais qui ont, par exemple, une version du syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est une girafe. Et vous vous demandez où est la girafe, et en fait, c'est au croisement de Wikipédia, de Dieu sait quoi, et vous avez d'extrêmes difficultés à remettre, etc. Par contre, avec une grande virtuosité, par exemple, je dirais la nouvelle génération depuis 4-5 ans, on voit que quand même le data mining est en train de devenir une technologie que maîtrisent les élèves, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était pas le cas. Donc ça va très vite. Je dirais, le langage, il y a peut-être un combat à mener quand même pour restaurer le syllogisme classique, parce que malgré tout, ça peut servir, pour restaurer un certain nombre de choses comme ça. Mais je dirais, je suis plutôt optimiste. Enfin, curieusement, encore une fois, je trouve que c'est une génération qui est un peu plus consciente, je dirais, avec notamment, même à Harvard, une montée en puissance, espèce de critique du modèle du star system pour le star system uniquement, et une espèce de volonté d'engagement civique, etc. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Ils sont capables de manipuler des nouveaux outils qui vont de la vidéo au data mining avec un certain brio. Ils sont probablement moins forts, je dirais, bizarrement, à des rôles aujourd'hui des gens dans les sciences sociales et les humanités. C'est finalement de leur rappeler que le langage a quand même des codes et que c'est un peu comme le data mining, il faut quand même savoir un minimum de choses pour être capable de le manipuler. Donc voilà. Donc je suis plutôt optimiste, je trouve que c'est une génération intéressante. Voilà. Ouais, je partage ce point de vue assez agile en fait, je dirais capable de s'adapter très très vite à... Ça, c'est pas qu'ils sont jeunes, hein, forcément. Ouais, ensuite, on s'ossifie. On s'ossifie un peu, mais c'est surtout une agilité de pouvoir passer d'un médium à un autre, d'un mode de pensée à un autre finalement, ce qui est assez agréable. Oui, donc Socrate est une girafe. Oui, mais c'est une force aussi. Et l'éthique, oui, je pense qu'ils ont une éthique et c'est important. Je pense que moi, je suis toujours un peu sceptique. J'aime bien ramener une légère dose de léger cynisme dans cette éthique pour les préparer à la sortie de l'école et à la réalité du monde très très cynique en fait, et aussi pour qu'ils puissent s'adapter. Voilà. Et certaines valeurs peut-être plus proche de la société du partage, du monde équitable, de l'écologie. Est-ce que ça vous le sentez? Est-ce que ça a une influence sur l'architecture de demain? Énorme. On a presque maintenant le problème des fois d'être obligé de leur dire attention, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, mais simplement faire de l'architecture. On a beaucoup de sauveurs de l'humanité actuellement, qui est en train de devenir un peu un problème dans les écoles d'architecture. Je partage. Donc c'est vrai qu'on a plutôt ce problème-là, mais c'est plutôt sympathique. Je trouve que d'être face à des générations qui, à nouveau, veulent changer le monde, c'est tout de même mieux que de vouloir cyniquement surfer sur les vagues de la postmodernité. Dominique Boré.
Sur les sauveurs du monde, oui, j'en croise quelques-uns à la maison de l'architecture et j'en ai dans mon conseil d'administration et dans mon bureau et de temps en temps, effectivement, il faut que je leur rappelle qu'à la maison de l'architecture, j'aimerais bien que l'on parle d'architecture et pas forcément de partage, de recyclerie, de transition énergétique, oui, bien sûr que si, mais de recyclerie, les mots me manquent là. Et je fais la comparaison avec la danse contemporaine, qui dans les années 80, la danse contemporaine française, dans les années 80, tenait le haut vraiment du panier, dansait dans le monde entier avec des galotas, des maguis marins. Et puis un jour, ils se sont mis à ne plus danser, mais à parler, à courir, à réfléchir sur la théâtralité de leur métier. Et il n'y a plus de danse contemporaine en France aujourd'hui. Donc je trouve que continuer à faire de l'architecture avec tout en réfléchissant sur toutes ces implications. L'avantage qu'a l'architecture française, c'est qu'elle a jamais dominé le monde comme la danse. On a encore du potentiel de développement. Ça met un peu moins la pression. Oui, je crois qu'il y a des questions. Voilà, c'est plutôt une intervention d'observer dans les encore plus jeunes générations que l'éducation à l'école, c'est que l'environnement, c'est vraiment la nouvelle morale. C'est-à-dire qu'ils sont conditionnés à tous les gestes environnementaux et à sauver le monde. Il n'y a plus d'autres morales, peut-être qu'ils engueulent leurs profs, etc. Mais vraiment, l'environnement leur est chevillé au corps de l'enseignement des plus jeunes âge. Donc je ne pense pas que doucement va s'atténuer. Il faut dire, on leur a tellement dit qu'ils vont mourir vers 2100 avec les ours blancs et d'autres créatures. Il faut quand même voir qu'on a élevé toute une génération dans une apocalyptique de l'an 2100 et des plus 3-4 degrés. Donc c'est normal, d'une certaine façon, qu'ils soient un petit peu préoccupés. Nous, moi, l'an 2100, finalement, me fait assez peu peur. Moi, je voudrais juste revenir sur les entrées de ville dont parlait Michel Serres, puisque c'est le propos liminaire. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais enfin, ni soutenir abusivement les architectes, mais enfin, on leur demande pas trop quand même leur avis. Et il se trouve que dimanche matin, je partais à Rambouillet et je pouvais prendre d'autres chemins. Je me suis dit non, je vais me punir, je vais passer par Trappes et Coignères, comme ça va me préparer à la conférence de lundi. Et je me suis dit mais c'est abominable, quoi. Et chaque fois je le dis, mais en même temps, je pense que je parle peut-être sous le contrôle de Dominique, qui connaît ça comme moi, enfin beaucoup mieux même, mais je pense que les maires ont pas envie de faire d'efforts. Ça, ils sont dans l'étalement urbain. Probablement que c'est rentable, j'en sais rien dans les dire à ce point-là. Bon, on peut quand même se dire que la compagnie de Fatschbourg, avec Philippe Journeau, a apporté, j'allais dire, une réponse. Je sais pas si c'est la bonne, mais une réponse avec des exemples comme l'atoll à Angers et un autre dispositif qui est dans Metz, qui protège le territoire, en tous les cas, de terres agricoles dont on a besoin, et qui est un spot dans lequel on va avec les enfants, où on peut trouver de quoi se nourrir, amuser les enfants, acheter des trucs. Bon, bref, c'est un spot, quoi. Il déborde pas. Voilà. Mais bon, ça, j'allais dire que pour le coup, c'est pas les architectes qui sont à condamner, c'est pas eux qui font les hangars des Queer Centers, c'est les politiques qui, là, pour le coup, je pense, déconnent largement, quoi. Et ça fait des années. Donc, et personne pour leur taper sur les mains et leur dire non, vous arrêtez, parce que là, c'est bon, entre Coignères et Trappes, il n'y a pas 1 centimètre carré, quoi, de... Moi, je nuancerais quand même, parce que les architectes sont quand même les auteurs de quelques catastrophes tout à fait notables. C'est vrai que c'est une œuvre collective, l'enlaidissement du territoire, mais les architectes ont eu quand même une certaine part. Oui, mais enfin, les Ikea... Il n'y a pas que de la production de chefs-d'œuvre. Ikea, les trucs... Franchissez le pont de Sèvres... Vous avez quand même des œuvres architecturales signées, etc. Donc tout le monde y a mis du sien, je suis d'accord. Il y a Ikea, mais il n'y a pas qu'Ikea. Oui, vous parlez des 2 bâtiments qui sont... Oui, puis aussi, pour mettre les pieds dans le plat, en France, on construit horriblement mal, et les 3/4 des bâtiments construits au jeu d'œil par les architectes seront irregardables dans 20 ans, à cause, entre l'isolation extérieure, une assez mauvaise qualité de la construction,
On était un des pays qui construisait le mieux jusque dans les années 70, on est un des pays d'Europe qui construit le plus mal. Donc du coup, même des trucs bien dessinés se retrouvent à l'état de semi-ruine urbaine 20 ans plus tard. Donc, Le Chapon n'a pas l'air d'accord. non, si. Je crois qu'il y avait une question. Si, il a été élevé à Lausanne, il sait très bien de quoi je parle. Complètement. Non, mais pour moi, c'est dû à la Il y narration, avait une justement. question. Trop de narration sur les bâtiments, et pas de C'est construction. une histoire de coût au mètre carré, enfin de budget au mètre carré. Il n'y a pas que ça. Pas que ça. Je pense que c'est là où on place les moyens, en fait. C'est qu'on Si. on cherche à trop en dire sur les bâtiments. Je pense que c'est ça aussi. Suisse, il faut qu'il soit plus fonctionnel, c'est ça? Alors, fonctionnel d'une certaine manière, mais dans une approche beaucoup plus construite des choses. C'est-à-dire qu'on reste des constructeurs, en fait, je pense. C'est qu'on empile des choses, on assemble des matériaux pour qu'ils tiennent debout. Et voilà, c'est ça. Et quelque part, les bâtiments, des fois, on cherche à raconter trop d'histoires. Ils doivent supporter trop d'écriture, en quelque sorte. Et je pense que ça nuit à leur tenue dans le temps. Alors, une question dans la salle. C'est pas une question, mais je voulais revenir au début de la discussion, notamment la triangulation que de lancer Michel sur relations presse, communication, réseaux sociaux. Ça, c'était un peu le début. Moi, je suis communicante pour les architectes et certains promoteurs, donc c'est mon corps de métier. Et quand tout le monde d'entre vous a dit en quoi ça a changé votre métier, l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux notamment, je trouve que pour les architectes, en tout cas pour votre métier, ça apporte quelque chose de vraiment intéressant, ça veut dire une place à prendre, une parole que vous pouvez avoir. Michel Leloup, vous voulez réagir? Non, je suis d'accord avec Giovanna. C'est vrai que il y a plus ce travail de fond à faire. On est sur une autre vitesse. On a changé de braquet. Bon, il faut quand même bien dire que les années 96-2000 encouragent la starification des architectes. Quand même, il y a eu ça qui a quand même excité les journalistes. Donc, on écrivait. Bon. Et puis, il restait quand même des supports qui allaient au fond des choses. Bon, maintenant que la starification des chefs d'entreprise des années 80, des architectes des années 90, bon, on est plus dans des questions par la logique des choses. On est par le changement de climat. On est plus sérieux au fond. On va au fond des choses maintenant dans les journaux. On parle pas simplement de changement de bureau, d'espace, on parle de la nouvelle économie, des relations entre les gens, le bonheur au bureau, le bonheur au travail. Enfin bon, voilà, je pense on commence à attaquer des sujets un peu intéressants. On est aux prémices, on est sur le seuil de la porte, on n'a pas les mains dedans, mais voilà. Il y a un autre virage qui est en train de se prendre. Ouais. J'ai toujours le bâtiment, c'est une force économique en France. Le bâtiment, c'est l'architecture. Les mots, on met jamais ensemble l'architecture, l'immobilier, construction. C'est quand même la même facette. Oui, on pense peut-être, j'allais dire, plus global. Peut-être on voit les choses différemment. Delphine Baldé, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais juste rebondir parce que je pense que il y a quand même un vrai décalage aujourd'hui selon les programmes. C'est-à-dire que je pense que je serais assez optimiste, ou je partage en tout cas votre optimisme sur la question de pouvoir partager des questions liées à l'architecture et un certain nombre d'innovations, parce qu'il y a aussi, on avait parlé de ça, mais la quête. Alors, est-ce que votre projet est innovant? Voilà, et donc de savoir en quoi il faut toujours plus, toujours mieux, etc. Et en fait, c'est vrai, vous avez parlé des bureaux, de toute une réflexion qui est autour de ça, et je trouve qu'elle est effectivement assez intéressante. Alors, c'est vrai pour plein de programmes, commerce, on a parlé commerce, le vrai parent pauvre, et la vraie question sur aussi la qualité, c'est le logement. Je pense que là, sur cette question aujourd'hui de la production du logement, on a vu que il y a une production aujourd'hui. Paris espérait, en Ile-de-France, on espérait construire 35 000 logements par an. Là, on est à 70. On a dépassé les 70 000. La question de la qualité et donc ce décalage entre l'innovation et il n'y a qu'à voir la communication des promoteurs autour des projets. Ils rivalisent de choses pour avoir, pour l'appétence attrape client. Et en même temps, si on regarde les plans des logements, on commence à avoir un peu peur. Et quand on regarde le coût de la construction, j'ai sur la pérennité et cette question-là. Je pense que il y a, en fait, du coup, ça cache un peu, c'est un peu l'iceberg, quoi. Il y a un côté, je trouve,
plutôt assez optimiste. Et puis, je pense que les nouvelles générations aussi, elles sont pas mal dans nous ce qu'on voit. Enfin, moi, je vois aussi en enseignant, c'est tourner vers le collectif. C'est-à-dire, il y a une sorte de production qui, comme ça, emmène avec des formats très simples, enfin aussi agiles, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément en agences constituées associées, mais ils se fédèrent, ils s'assemblent sur certaines thématiques. Sauf que le problème, c'est que ces collectifs-là, on leur confie pas de la production de logements privés massive, et donc en fait, on est aujourd'hui sur une production. Nous, on a ce débat-là en interne au sein de l'agence, et ça, c'est un vrai sujet. Oui, moi je voudrais être désagréable un peu parce que je sais pas d'être sympa là. Non, mais je trouve que c'est bien que les gens de la communication s'autocongratulent et bon, j'aime beaucoup Anne-Charlotte, etc. Mais je pense que quand même vous vous rendez pas compte du décalage absolument gigantesque entre tout le verbiage que vous produisez et la réalité des choses auxquelles les gens s'intéressent. Je crois vous êtes actuellement en train de produire des kilomètres de texte. Je suis pas non plus tendre envers la presse. Je pense que, curieusement, je trouve pas que la qualité moyenne de la couverture des sujets architecturaux et urbains se soit améliorée, bien au contraire. Je dirais, alors là, on est dans une massification de la production textuelle autour et sur l'architecture et la ville, et j'irais quand même dans une indigence profonde de la pensée. Je suis désolé de devoir vous le dire comme ça, mais bon, je suppose que vous m'avez invité un peu pour être embêtant, hein, donc vous me connaissez. Vous me connaissez. Je pense qu'il faut se secouer, je pense qu'il va falloir honnêtement, y compris par rapport aux générations qui viennent, repenser complètement la com en architecture. Je vous le dis franchement, parce que je vois sur Facebook... dès qu'on est dans ce milieu, on est inondé de trucs formidables que les uns les autres, etc. On n'a que ça à longueur de poste, si vous voulez. En général, fabriqués par les agences de com, enfin les cellules com des agences. Eh ben, l'effet est terrifiant, je vous assure. Non, je pense que vous vous rendez pas compte de l'effet que ça produit, c'est-à-dire une espèce de banalisation dans laquelle tout est beau, tout est merveilleux, etc. Et d'une certaine façon, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Je vous le dis franchement, bon, c'était histoire quand même d'animer, parce que sinon on s'emmerde, mais voilà, j'ai lâché mon pavé, je m'arrête là. Justement, je voulais vous poser une question à ce propos, c'est que, en fait, on voit qu'il y a un vrai engouement du grand public pour le patrimoine. Le prix du patrimoine de Stéphane Bern a eu un grand succès. Les journées du patrimoine affichent complet. Oui. On n'est pas très loin de l'architecture. Pourquoi il n'y a pas ce même engouement pour l'architecture ? Le patrimoine, à mon avis, l'engouement pour le patrimoine, je discutais ce matin avec un de mes anciens thésards qui faisait remarquer qu'il y a encore 20-25 ans, on parlait de culture. Et aujourd'hui, on est tombé dans le patrimoine. Eh ben, c'est le symptôme d'une crise, pour moi. Il y a une crise très profonde. Alors, je reviens à cette question du sens. Je crois que, honnêtement, il y a une crise du sens actuellement par rapport à l'architecture, par rapport à la ville, etc. Et que ça va être un des enjeux. Que le patrimoine, c'est une façon, parce qu'on se dit finalement le patrimoine, c'est du sens cristallisé, donc on est rassuré. Mais en fait, c'est une connerie colossale. Faut quand même être honnête. On va pas résoudre les problèmes de la France, de l'Europe et de la planète à coup de patrimoine. Et pourtant, j'ai rien contre le patrimoine. Je suis président de la Fondation Le Corbusier, donc Le Corbusier, il est au patrimoine mondial. Maintenant, c'est super. On est tous contents. Mais il faut quand même que les choses vivent au-delà des aspects patrimoniaux. Et je crois que on est arc-bouté là-dessus. Donc je pense que oui, il y a un problème. Je pense qu'à partir du moment où le sens le plus communément répandu qu'on reconnaît à des bâtiments, c'est lorsqu'ils font partie du patrimoine, c'est quand même très très inquiétant. Alors comment rapprocher l'architecture du grand public ? Moi, je crois ça a été dit à un moment, peut-être qu'il faut repartir quand même. Bon, je pense qu'il y a des choses très basiques, par exemple, les questions de qualité. Je réinsiste là-dessus, parce que je pense que la qualité moyenne des constructions n'est pas acceptable en France, par exemple. Ça, c'est, n'en déplaise, là aussi, personne n'en parle, je dirais, mais la qualité moyenne des bâtiments est faible, souvent, même si ça s'est un peu amélioré, mais ça reste faible, et notamment en matière de logement, on a beau le dire. Et donc ça, on n'en parle jamais, il faudra en parler. Il faudrait parler effectivement du vécu des gens. Je crois que vous avez dit une chose très juste à un moment. Lorsqu'on parle des gens de mobilité, ça les intéresse toujours, de savoir, etc. Je crois qu'il faut revenir à des choses comme ça, repartir de ça. Il faut aussi parler d'esthétique, parce que je crois que le combat pour l'esthétique n'est pas gagné. On en est très loin. Et il faut aussi se dire que le beau en architecture n'est pas réservé à une élite.
Je dirais la modernité a gagné par exemple la bataille du mobilier, mais elle n'a pas gagné la bataille de l'immobilier pour l'instant. Plus personne quasiment n'aime les commodes Louis XV, mais par contre tout le monde aime encore les petites maisons traditionnelles en pierre, et on n'a pas gagné cette bataille-là, etc. Je pense, pour être clair, je pense qu'actuellement ceux qui profitent de cette espèce d'incurie des architectes, c'est les paysagistes, qui se sont engouffrés. La domination des paysagistes aujourd'hui en matière urbaine, elle est quand même très très claire. Les architectes sont en train de perdre une bataille actuellement parce qu'ils n'ont pas été capables de donner un sens. Alors effectivement, ces périodes de greenwashing, le paysagisme apparaît comme quelque chose qui donne des réponses à ces questions de sens. Et il y a quelque chose à méditer autour de ça. D'ailleurs, à Saclay, c'est quand même pas un hasard si c'est Desvignes qui s'est retrouvé en charge de faire le plan masse. Alors, justement, la parole est à vous. Je voulais rebondir sur je suis absolument d'accord avec Antoine Picon sur la question de la qualité, et qu'il faut absolument se réfléchir à ça. Et particulièrement, je suis d'accord avec Delphine dans le logement. Moi, je le vois tous les jours. Tant qu'il y aura ce modèle économique du promoteur qui est celui du compte à rebours, où, une fois déduit la variable d'ajustement, il y a 3 variables d'ajustement dans le compte à rebours du promoteur. C'est jamais sa marge, c'est jamais les frais de commercialisation. Ce sont les honoraires des architectes, ce sont le prix du foncier. Nous vendons le foncier, ils viennent à Saclay, ils n'ont pas ouvert la porte, qu'ils pleurent déjà. Donc, et c'est le coût de la construction. Tant qu'on mettra 1 200 € dans une résidence étudiante, il faut pas s'étonner d'avoir le résultat que l'on a. Et même si le projet d'architecture est beau, s'il est intelligent, s'il répond au programme, s'il satisfait les usagers, le coût de la construction, c'est ce qu'il y a dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, on voit tout de suite, ça se voit de toute façon, même pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça se voit à l'inauguration. On voit très bien à l'inauguration qu'est-ce qui s'est passé et à l'inauguration. Et je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur. Je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous donner sans me tromper le prix du mètre carré qui a été consacré. Et ça, c'est un vrai scandale. Et personne n'en parle. Et il y a de quoi faire un recours auprès de la concurrence et de la Commission européenne. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table de chacun pour nous dire, en quelques mots, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de votre métier, de votre passion, qui est l'architecture. Antoine Picon. Les autres d'abord. Alors, on va être galant, Dominique Boré. Alors, pour le métier de l'architecture, moi, je pense qu'il faudrait... Moi, je militerai, et je milite d'ailleurs depuis le rapport d'Auge, ça date de 2004, pour qu'il y ait un recours... que faire appel à un architecte pour la mission complète soit obligatoire à partir de 20 mètres carrés, et parce qu'il faut toujours un bénéfice quand même pour le client ou en tout cas celui qui fait appel à un architecte, en contrepartie d'une déduction fiscale. Je me suis renseignée avant de venir comme ça dans le métro, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, vous faites refaire votre cuisine équipée, vous avez des déductions fiscales. Vous avez un crédit d'impôt. Je l'ai découvert, je viens de la faire faire. Bon, tant pis. Donc je pense que l'obligation d'avoir un recours, de faire appel à un architecte pour la mission complète, pas juste la signature du permis de construire, mission complète à partir de 20 mètres carrés, en contrepartie d'une déduction ou un crédit d'impôt, je milite pour ça. Je sais que je ne suis pas très suivie, même à la maison d'architecture, sur ce sujet-là. C'est votre souhait. Michel Leloup. Moi, je suis pas architecte, donc, mais j'observe et je me dis que la loi Elan, il y a quand même eu des papiers dans la presse qui n'étaient pas trop indigents et qui expliquaient ce qui va se passer. Moi, je souhaite vraiment militer. J'en sais rien, je sais pas faire comment faire, mais un peu avec Dominique à la maison d'architecture pour que les architectes puissent défendre leurs projets, qui puissent être présents déjà dans les logements sociaux. Ça me paraît très mal barré, mais
l'histoire n'est pas finie, elle est longue, mais il est impératif pour moi que les architectes soient présents dans les logements sociaux. Et puis, quand il y a des concours qui défendent la pertinence de leur projet avec un oral, parce que on peut pas juger de la pertinence d'un projet avec une image, avec un texte. Il y a quand même, voilà. Et je disais il y a pas longtemps d'ailleurs qu'un maire qui avait décidé de pas prendre un projet parce que pourquoi, j'en sais rien, ou la tête de l'architecte lui plaisait pas, ou le projet lui plaisait pas sur maquette. L'architecte a eu un discours pertinent, y mettant toutes les tripes et toute l'énergie qu'il avait mise à défendre ce projet. Voilà. Et le maire a changé d'avis. Comme quoi, c'est important. L'écrit est important, l'oral est important. Oui, une bonne manière de redonner une valeur aux mots pour l'architecture. Je pense que ce que je souhaite, c'est que on puisse se détacher d'une certaine narration de l'urgence et prendre le temps de construire un discours, justement avec la lenteur de la fabrication de l'architecture et du discours qui vont avec. Et c'est quelque chose que j'aimerais prendre le temps de faire. Le souhait de Delphine Baldé. Je suis architecte, mais je me rends bien compte que le pouvoir de l'architecte, ou en tout cas sa manière de pouvoir garantir cette question de la qualité, on n'est pas du tout seul. Enfin, on ne peut pas le faire seul. Et donc, je pense que ce qui est surtout très important, c'est d'avoir une équipe autour de la question de l'aménagement, que ça soit autant sur la question du maire, sur la question des aménageurs. On a vraiment besoin de travailler ensemble. Et sinon, en fait, cette question de contre-pouvoir, en tout cas, face à des promoteurs ou en tout cas à des groupes qui sont assez puissants et en tout cas pour l'instant, nous, dans ce qu'on voit, qui garantissent pas du tout la question de la qualité. Je pense que c'est ce travail d'équipe-là, pour moi, qui est important de renforcer et qui est indispensable pour répondre aux besoins des habitants qui, justement, où on est là de manière pérenne. Donc pour rebondir sur la question du temps long, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être chercher à moins raconter à tout prix les projets et par contre peut-être à être plus dans l'examen, enfin dans l'attente d'une qualité finale. Antoine Picon. D'abord, c'est un difficile métier d'être architecte. Être historien, c'est aussi difficile, mais c'est pas pareil. Je pense qu'un architecte, c'est quelqu'un qui dispose des masses de briques, de pierres, de béton, etc., pour essayer d'orienter la façon dont vivent les gens. Je pense que l'architecture, c'est à propos de l'habiter, que ça soit habiter un palais de justice ou une maison. Alors j'aimerais bien terminer, en fait, comme je suis historien quand même au départ, par une citation que j'aime bien de Schinkel, qui disait « L'architecte, c'est celui qui a la tâche d'ennoblir les relations humaines ». Eh bien, je trouve que c'est ça l'architecture pour moi, c'est-à-dire ça passe effectivement par une meilleure qualité de la construction, par blablabla, mais en fait, Schinkel était un bon communicant des fois, et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que l'architecture, ça doit faire une différence dans la façon dont on vit, dans la façon dont dans les relations qu'on a avec les autres, etc. J'ai souvent constaté que dans des espaces un peu forts et magiques, il se passait quelque chose. Il y a une espèce d'allégresse d'être dans certains espaces. Donc c'est ça pour moi, ultimement, l'architecture. Donc je souhaite que, effectivement, concrètement, on donne aux architectes les moyens d'ennoblir les relations entre les hommes et pas de les avilir. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous de votre participation. Merci à ceux qui sont venus dans la salle. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Merci encore une fois à tous. À bientôt sur Comme d'Archi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.